Les États-Unis et l'Union européenne ont dénoncé cette semaine la mort en détention de 2 opposants au président guinéen Alpha Condé due à des causes naturelles selon le gouvernement. La Côte d'Ivoire a reçu les corps des 4 casques bleus ivoiriens de la mission de l'ONU au Mali tués dans le nord du pays après que leur convoi ait heurté un ou plusieurs engins explosifs. Au Nigeria, le service d'isolement de l'hôpital Yaba Mainland à Lagos traite les patients atteints de Covid-19, ceci dans un contexte de forte augmentation du nombre de cas de personnes contaminées. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Les États-Unis et l'Union européenne ont dénoncé cette semaine la mort en détention de 2 opposants au président Alpha Condé due à des causes naturelles selon le gouvernement. Mamadou Ouri Bari, l'un des 2, était en détention provisoire depuis août à la maison centrale de Conakry. Reportage. Mamadou Ouri Bari est décédé le 16 janvier à la maison centrale de Conakry où il était détenu depuis le 5 août pour coups et blessures volontaires selon le ministre de la Justice. Une mort qualifiée d'atteinte grave aux droits humains par Amnesty International. Âgé de 21 ans, il était membre du parti UFDG de Cellou Dalein Diallo, le principal opposant à Alpha Condé. Cellou Dalein Diallo a d'ailleurs déploré une mort par manque de soins. Le ministère de la Justice, lui, a parlé de mort naturelle liée à une occlusion intestinale et à une anémie bioclinique. Un cadre de l'UFDG, Roger Bamba, est également mort en détention en décembre avant son procès. Le gouvernement avait invoqué la maladie, sa famille parlant d'empoisonnement et de crimes d'État. L'Union européenne demande à ce que justice puisse pleinement s'exercer sur la base d'enquêtes menées en toute indépendance. Cet événement rallonge la liste des opposants politiques décédés en détention en Guinée ces derniers mois, a déploré Nabila Mastrali, porte-parole de la Commission européenne pour les affaires extérieures et la politique de sécurité. Elle a rappelé que le droit à un procès équitable et à la dignité pour les détenus font partie des droits de l'homme auxquels l'Union européenne est indéfectiblement attachée, ainsi qu'à la liberté d'expression, d'association et de manifestation. Pour Washington, les actions du gouvernement et la mort de 2 membres de l'opposition pendant leur détention remettent en question l'engagement de la Guinée en faveur de l'état de droit. En Côte d'Ivoire, les candidats aux législatives avaient jusqu'à ce vendredi soir 18h pour déposer leur dossier de candidature. Le délai initialement fixé au 20 janvier a été prorogé de 2 jours par la commission électorale à la demande des partis politiques. Les électeurs seront appelés à renouveler l'Assemblée nationale le 6 mars prochain. Au sein des états-majors politiques, les 3 semaines qui viennent de s'écouler auront été compliquées à gérer. Dans l'opposition, l'unité affichée en début de mois aura été de courte durée. Le FPI Tendance Afin Guesson accusait il y a quelques jours le PDCI et l'EDS, la plateforme Pro-Gbagbo, de discuter de candidatures uniques entre eux en laissant les autres partis de la coalition d'opposition à l'écart. Le FPI AFI a donc décidé de faire cavalier seul. Des tiraillements internes qui ont aussi provoqué le retrait du COGEP de Charles Blé Goudé de la plateforme CDRP. Le GPS, le groupement politique de Guillaume Soro, a annoncé de son côté qu'il ne présentait pas de candidat sous ses couleurs, tout comme 10 autres petits partis. Cette période de sélection des candidats aura donc sérieusement malmené le front de l'opposition né lors de la campagne présidentielle. Autre difficulté pour les partis, se conformer à la nouvelle loi sur la représentativité des femmes. Loi qui impose un quota de 30% de candidates. Les partis d'opposition ne cachaient pas leurs difficultés à aligner des femmes dans la course. Enfin, autre inquiétude dans les partis quels qu'ils soient, le nombre de candidatures sans étiquette. De nombreux candidats non retenus pourraient se présenter en indépendant et grignoter les voix de leurs formations respectives. La commission électorale publiera les candidatures le 31 janvier prochain avant de les transmettre pour validation au Conseil constitutionnel. Quant à la campagne électorale pour le compte de ces législatives, elle débutera le 26 février prochain pour s'achever le 4 mars.
Toujours en Côte d'Ivoire, le pays a reçu le corps de 4 casques bleus ivoiriens de la mission de l'ONU au Mali-MINUSMA, tués dans le nord du pays après que leur convoi ait heurté un ou plusieurs engins explosifs avant d'être pris pour cible. L'émotion était vive cet après-midi de vendredi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les familles étaient inconsolables. Elles étaient là, nombreuses, assistées par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Un à un, les corps des 4 soldats ivoiriens morts en mission au Mali ont été retirés du cargo des Nations Unies, affrétés pour le retour des dépouilles. Ces soldats ivoiriens font partie des nombreuses victimes en cette année 2020 au Mali du fait des attaques djihadistes. L'attaque qui leur a coûté la vie a aussi fait 5 blessés, ont rapporté des sources sécuritaires maliennes. L'un des blessés est dans un état critique, a précisé un médecin, également sous couvert de l'anonymat. Ce sera l'occasion de traduire à toutes les familles éprouvées l'hommage de la nation, l'honneur, la fierté que nous éprouvons à l'égard de ces frères, de vos époux, de vos parents qui ont payé du sacrifice suprême leur engagement pour la paix, pour le pays et pour la sous-région. Ces soldats sont les derniers en date à mourir à cause d'engins explosifs improvisés, l'une des armes de prédilection des djihadistes contre les forces armées dans la sous-région. 5 casques bleus de la mission de l'ONU au Mali ont été tués en janvier dans des attaques impliquant de tels engins. Avant eux, ils ont causé la mort de 5 soldats de la force anti-djihadiste française Barkhane le 28 décembre et le 2 janvier. Lundi, c'est au Niger, autre pays sahélien secoué par des agissements djihadistes, qu'une mine artisanale a tué 4 soldats de l'armée nationale dans le sud-est proche du Nigeria. Ce vendredi 22 janvier, cela faisait 3 ans que l'ancien international du football, Georges Weah, est devenu président. Âgé de 54 ans, il lui reste encore 3 années à la tête de ce pays ouest africain de moins de 5 millions d'habitants, marqué par la guerre civile de 1989 à 2003 et l'épidémie d'Ebola de 2014 à 2016. Bilan de la présidence Weah à mi-parcours. Avec son programme pour les pauvres et sa promesse d'une politique prenant en compte les besoins de la jeunesse, Georges Weah avait suscité des espoirs immenses en accédant au pouvoir en janvier 2018. 3 ans plus tard, cependant, la situation reste très difficile pour la majorité des Libériens. La pandémie de Covid-19 a frappé une économie déjà fragile. Sur le plan sanitaire, le nombre de cas officiellement recensés est très bas, mais les mesures de confinement et l'absence de touristes ont contribué à une contraction de l'activité économique en 2020. Il y a 1 an, en janvier dernier, des manifestations importantes avaient été organisées pour dénoncer le manque de résultats du président Weah. Parmi les réalisations toutefois à mettre à son actif, la gratuité de l'université publique, des constructions de routes et des travaux de rénovation de certains bidonvilles. Des projets toutefois ternis par des soupçons de corruption et de fraude. Sur le plan politique, les résultats définitifs du scrutin du 8 décembre n'ont toujours pas été annoncés. Des sénatoriales couplées à un référendum modifiant la Constitution. Selon les résultats partiels, le parti au pouvoir a perdu des sénateurs et le non au référendum est majoritaire. Le test prévoyait notamment une réduction du mandat présidentiel. Les opposants craignaient qu'avec cette réforme, Georges Weah s'offre la possibilité de briguer un jour, lui aussi, un 3e mandat. Au Nigeria, le service d'isolement de l'hôpital Yaba Mainland à Lagos traite les patients atteints de Covid-19 dans un contexte de forte augmentation du nombre de cas qui fait passer les besoins en oxygène de 70 à 350 bouteilles par jour selon les autorités. Le Nigeria, avec près de 200 millions d'habitants, comptabilise officiellement 116 655 cas de Covid-19, dont 1485 morts. Environ la moitié de ces cas est recensée à Lagos, qui avait enregistré la première infection en Afrique subsaharienne en mars 2020.
La seconde vague, commencée en novembre, a atteint un pic de contamination il y a 2 semaines, mais semble depuis quelque peu se tasser et se stabiliser selon les autorités sanitaires. Le nombre de bonbonnes d'oxygène nécessaires pour traiter les patients est passé de 110 par jour il y a quelques semaines à 500 au moment du pic pour redescendre à 350. Nous n'avons jamais manqué d'oxygène, nous avons failli ne pas en avoir assez et nous avons été mis à rude épreuve. Mais nous n'avons jamais été dans une situation où nous avons des patients qui ont besoin d'oxygène et où il n'y en a pas. Certains d'entre nous ici ne dorment même pas la nuit parce que nous avons des appels, nous devons aller soigner des patients. Certains d'entre nous ne partent pas, nous restons à l'hôpital 2 jours, 3 jours, voire certains 5 jours. La deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 se révèle plus meurtrière en Afrique, où le taux de mortalité dépasse désormais la moyenne mondiale, a annoncé jeudi le Centre de contrôle de prévention des maladies. Le taux de mortalité du nouveau coronavirus en Afrique s'établit désormais à 2,5% des cas recensés, au-dessus de la moyenne mondiale de 2,2%. L'Union africaine a annoncé la semaine dernière avoir commandé 270 millions de vaccins pour le continent, en plus de ceux prévus via le dispositif COVAX, une initiative de l'Organisation mondiale de la santé et de partenaires privés pour un accès équitable aux vaccins. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée et bonne suite de programmes sur SICA. À très bientôt.